Je vous propose dans cette capsule une correction détaillée de l'épreuve de juin 2026. La partie A, sans calculatrice. Première question, la distance entre deux points dans l'espace. C'est juste la norme d'un vecteur. Je nomme les points, le vecteur AB, la norme. Bien sûr, on est dans un repère orthonormé. Vous avez une fonction polynôme, à dérivation simple. Vous avez une loi bien définie, c'est une loi binomiale avec deux paramètres. Donc c'est juste une application de formule. On est dans un calcul d'intégrale défini. J'applique. X plus 1 est positif, donc pas besoin de faire la valeur absolue. Je remplace, je simplifie. Je suis ici dans une application de calcul intégral, le calcul de volume. On fait tourner la courbe d'une fonction autour de l'axe OX pour avoir un volume de type solide de révolution. La formule classique, on l'applique ici. Les deux bornes sont déjà données, c'est 1 et 4. N'oubliez pas le carré. Le carré va absorber la racine carrée. Polynôme, donc sa primitive est simple. C'est x carré, primitive de 2x, et 2x, primitive de 2, toujours entre 1 et 4. De suite, la suite un définie par sa forme récurrente, et une suite auxiliaire Vn définie en fonction de un. Classique, montrer que Vn est une suite géométrique. Et bien sûr, déterminer sa forme explicite, c'est-à-dire sa forme en fonction de n. Bon, première étape, on calcule par exemple le quotient. Attention, il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Et l'idée, c'est de trouver ce quotient constant. Je remplace, je remplace la forme récurrente, simplification de calcul. Généralement, c'est de l'algèbre simple qui résout le problème. Donc ici, c'est la factorisation, la mise en évidence de 2. Simplification, ça donne bien une constante et tout simplement la raison de cette suite. Donc c'est une suite géométrique de raison R égale 2. Donc, je dois exprimer un en fonction de n. Tout d'abord, je vais isoler un et je vais jouer avec le fait que cette suite est une suite géométrique. Je suis avec la formule n égale v0 r puissance n pour une suite géométrique. Je remplace. Le r c'est 2. v0, je vais utiliser le terme initial pour u0 plus 6, c'est 3, 6 c'est 9. Finalement, un égale 9 de puissance n moins 6. Question suivante. Je suis dans les nombres complexes. Donc, vous avez un nombre complexe donné sous forme de quotient avec des puissances. L'idée derrière, c'est de jouer avec la forme exponentielle. C'est la plus simple à gérer au niveau de puissance. Première question. Le module de W n'a pas le choix, il doit être égal à 4 racines carrées de 2. Et ensuite, on vous demande l'argument. Donc, en fait, ça se ramène à un calcul de module et d'argument. Je fais un travail préparatoire. Module, c'est 2 racines carrées de 2. Et ça va partir de moins pi sur 4. Il suffit de jouer avec les cadrans. 1 plus i, c'est la même chose. C'est à partir du premier cadran avec pi sur 4. Je vais réécrire maintenant W avec cette écriture exponentielle. J'amplifie mon calcul. La puissance s'applique sur l'argument. Je peux soustraire les arguments car j'ai un quotient. Et je peux diviser juste les modules. Pi sur 4. D'après cette écriture, le module égale juste 4 racines carrées de 2. Et un argument égale moins 3 pi sur 4. J'insiste, un argument. Bien sûr, on peut avoir d'autres car on est sur le cercle trigonométrique. Je passe à la question B. C'est un lieu qui est demandé. Ça, c'est une valeur réelle.
Ça, c'est un nombre qui bouge, mobile. Ça, c'est un nombre complexe fixe. Ça se voit que c'est un cercle. Quand on parle de cercle, il faut déterminer ces deux éléments. Son centre va être centré sur le point qui a la partie réelle de W et la partie imaginaire de W. Et le rayon, ce sera juste le module de ce nombre. Donc il nous reste à déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. On va jouer avec cette forme. Cosinus de moins 3 pi sur 4, carré de 2 sur 2. Sinus de moins 3 pi sur 4, simplification. Donc, question suivante, un problème sur les probabilités conditionnelles. Donc, généralement, les choses se modélisent sous forme d'un A. Il n'y a pas d'événement nommé, donc on va faire un travail de modélisation tout d'abord. Par exemple, I. J'ai deux niveaux de décision. Donc, soit infecté, pas infecté, ça c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, test positif, test négatif. Il me reste un travail sur les différentes données chiffrées. Je vois que j'ai 10, 80 et 5. Bon, 10%, c'est juste le I. Et tout de suite, par Kolmogorov, donc je complète, c'est 0,9. Deuxième information, elle est là. Ça part de I et ça arrive à test positif, donc c'est un 0,8 à ce niveau. Tout de suite, le 0,2 qui complète. Il me reste 5%. Je suis à ce niveau-là. 0,05, attention, c'est 0,05, pas 0,5. Et je complète tout de suite par 0,95. Voilà. Ça, c'est l'arbre censé modéliser le problème. Je peux attaquer les deux questions. Montrer, encore une fois, une question dirigée. Montrer que la probabilité que cette poule ait un résultat positif est de 1/8. J'écris ça avec langage mathématique. Je cherche. Je suis là. Donc, j'ai deux chemins possibles pour arriver à T+. Donc, ça va faire, on n'est pas dans la partie calculatrice, donc il faut faire ce calcul-là. Plusieurs façons de le faire. Question B, on est dans la partie conditionnelle, on a déjà la poule un résultat positif, donc on cherche la probabilité, on a déjà quelque chose de positif, et on cherche qu'il soit bien affecté, donc on cherche la probabilité d'avoir le I. Voilà, la probabilité en langage mathématique, une formule. Je passe à un problème classique sur les fonctions de densité d'une loi continue. Donc vous avez une fonction définie par morceau, attention, elle est définie par morceau. Il y a le morceau -1, 1, on a quelque chose. Ailleurs, on a 0, on n'a rien. Montrer que f peut être utilisé comme fonction de densité de probabilité. Juste pour comprendre le problème, on peut esquisser le graphique de la fonction rapidement. Le terme indépendant, c'est le f de 0. -1 et 1. C'est une parabole orientée vers le bas. On voit bien qu'on a une symétrie. La fonction se présente sous cette forme. Voilà. Juste pour avoir une idée sur la courbe. On voit bien que c'est une fonction positive. Montrer que f, donc on a deux conditions à vérifier. F doit être positive, c'est le cas, soit graphiquement, soit par l'algèbre. Et deuxième condition, l'intégrale impropre de moins l'infini plus l'infini, cette fonction de densité, doit être égale à 1. Alors, on va le calculer. Cette intégrale par de moins l'infini qui arrive à plus l'infini par rapport à l'ensemble de la fonction va juste être réduit à l'intervalle -1, 1, et -1, 1 de ce morceau. 3/4, c'est une constante. Deuxième question. Vous avez maintenant grand X, une variable aléatoire, bien sûr continue, qui admet f comme fonction de densité, donc vous l'avez comme donnée, et vous demande de calculer avec justification. Alors la justification peut être un calcul, juste une compréhension du cours, etc. Et de x égale 0, la valeur est ponctuelle, c'est par rapport à un point, et on sait que par rapport à une loi continue, tout ce qui est probabilité ponctuelle est nul. Par nature, x est une variable, attention, continue. Ne pas confondre la loi continue avec la loi discrète. P de x inférieur ou égal à 0.
Alors vous avez deux façons de faire, soit un calcul, soit juste d'observer la symétrie de cette fonction de densité. Donc on voit bien qu'en arrivant à 0, c'est la moitié de l'air sous la courbe qui est consommée. Donc c'est juste un demi. Ça peut être un calcul aussi, moins 1, donc à 0, 3 quarts, 1, fait le calcul d'intégrale primitive, toujours la même chose. Vous allez trouver le 1 demi. Donc vous avez deux façons de voir. L'espérance mathématique d'une loi continue est définie par une formule. C'est moins l'infini, c'est une intégrale impropre, bien sûr, c'est l'infini. Petit x, attention, il faut multiplier par petit x, f de x et de x. Ça se ramène à la partie moins 1 en de x, la fonction de densité, 3 quarts. 3 quarts, c'est une constante. Ça donne le 0. Alors voilà, il suffit de calculer. Il suffit aussi de remarquer que c'est une fonction paire, donc symétrique entre moins 1 et 1. Problème de géométrie analytique dans l'espace. Donc on vous donne un plan, ou disons une famille de plans avec un paramètre m, noté πm. Vous avez deux points, A et B. Première question, classique, montrer que le point A appartient au plan I-1. Attention, cette notation, c'est pour dire que m égale moins 1. On ne prend pas toute la famille, on prend juste un plan parmi cette série de plans possibles. M égale moins 1. Tout d'abord, plan I-1. Je remplace m par moins 1, ce qui donne la partie n dans moins 1. Conclusion, le A appartient au plan I-1. On va travailler avec πm, une droite AB, une condition sur M pour que le plan et la droite soient parallèles. Alors attention, ça c'est le plan, ça c'est une droite, ça c'est le parallélisme. Donc pour qu'une droite soit parallèle à un plan, le vecteur normal plan, le vecteur normal de ce plan et le vecteur qui dirige la droite doivent être orthogonaux. Alors cette orthogonalité entre deux vecteurs, ça se ramène à un produit scalaire égal 0, nul. C'est juste, par définition, le petit a, le petit b, le petit c de l'équation. J'effectue le produit scalaire avec la définition analytique, c'est-à-dire abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus côte fois côte. Question C, on augmente un peu la dose, mais un schéma qui pourrait représenter cette situation. Tout d'abord, on revient à notre plan pi-1, on n'est pas avec πm. La question, c'est de trouver les coordonnées de C. Première étape, attention, la question nécessite quand même un peu de temps. On va chercher les coordonnées de ce point. La droite PB sera juste dirigée par le vecteur normal de moins 1. C'est un point de passage, donc il passera par B forcément, donc c'est 0. Il sera dirigé par le vecteur normal. Moins 1t, donc t, moins 1t. Ici, t bien sûr, un paramètre réel. Le point P est le point de percée, donc il appartient aux deux. Égale 1, je peux avoir les coordonnées de P. P, c'est le milieu de BC. Coordonnées de C. Deux angles de même amplitude. Juste pour visualiser le problème, il suffit de voir la nature de ce triangle ABC. On calcule AB, on va trouver le toit. On calcule AC, on va trouver le toit. Le triangle ABC isocèle, donc deux amplitudes identiques. On passe maintenant à la question 8. C'est une question qui vous fait travailler autour des fonctions. Vous avez une fonction donnée avec un graphique. On vous demande de chercher ce point-là. Calcul f de 0. Je remplace. On vous demande de calculer deux limites. Attention, e-2 c'est une constante. Je reste avec le morceau variable. Ça c'est e de moins l'infini, e de moins l'infini c'est 0. Et ça c'est moins l'infini avec une constante, ça reste une constante positive. Ça donne moins l'infini.
Moins l'infini, ça fait plus l'infini. E de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Les règles les propriétés de limite classiques. E moins 2, c'est une constante. Avec moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ce qui donne plus l'infini. Ça, c'est la question C. On vous demande de montrer que le seul point, attention, c'est un point unique, l'intersection du graphique avec l'axe des abscisses et le point de coordonnées 1, 0. On cherche à vérifier que la courbe inter l'axe OX, autrement dit la racine, il y a une racine unique, c'est juste le point, exemple I, et comme coordonnée 1, 0. Tout d'abord, on vérifie qu'il est bien une racine, f de 1, ça fait bien le 0. L'unicité, le seul point, donc on a bien 1, 0 est une racine. Juste un peu théorie pour comprendre le problème. On est sûr qu'on a une intersection ici, mais bon, est-ce que quelque part ici on a quelque chose? Voilà. Alors, si la fonction est strictement monotone, si par exemple tout le temps décroissante, donc on est sûr qu'on peut jamais revenir vers l'axe OX. Donc ça, c'est la piste à explorer. C'est la variation de cette fonction f. Alors, pour la variation croissante-décroissante, on calcule la première dérivée pour voir le signe. F' de x, donc c'est moins 2 e de moins 2x, moins la constante. C'est un morceau qui est négatif, c'est un morceau qui est positif, donc ce morceau est négatif, moins un morceau positif, donc ce morceau est toujours négatif, ça veut dire que f est tout le temps décroissante. Donc tout le temps décroissante, ça veut dire qu'il ne peut jamais revenir vers l'axe des x. Donc ce 1, 0 est unique. Calcul d'air. Bon, ça c'est la première borne, ça c'est la deuxième borne qu'on vient de trouver. C'est une fonction positive, donc l'air demandé, c'est juste une intégrale entre 0 et 1 de la fonction f de x dx. C'est juste 0, 1 x. Attention, ce e-2 est une constante. Donc, je primitive. La primitive de x, c'est x carré sur 2. Et je simplifie.